Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e numéro de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien, torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Valentina Clemente depuis Pérouse et je suis accompagnée par Cédric Canal, toujours plus milanais. Bonjour Cédric. Bonjour Valentina, bonjour à toutes et à tous. Un épisode aujourd'hui consacré à la Nazionale qui vient de clore son année 2020 par un succès 2-0 en Bosnie, un 22e match sans défaite de suite, un retour dans le top 10 mondial et surtout une qualification pour le Final Four de Nations League qui sera organisé en plus à Turin et à Milan du 6 au 10 octobre 2021. Et cette semaine, pour décrypter tout cela, on aura bien deux invités. Le retour de notre ami et match analyste Michele Tossani, diplôme 6, qui était avec nous lors du 7e épisode pour décrypter le jeu et les tendances en Serie A. Bonjour Michele. Bonjour Valentina, bonjour Cédric, bonjour à vous et merci pour votre invitation. Bonjour Michele, et on accueille Andrea Chasi, journaliste à SoFoot, qui a un regard particulièrement aiguisé sur le football italien. Bienvenue Andrea. Bonjour Valentina, bonjour Cédric. Bienvenue à tous les deux. Donc, on commence tout de suite. On a vu encore de belles prestations de la nationale cette semaine qui a battu justement la Pologne et la Bosnie pour se qualifier pour les Final Four de Nations League. Une aventure qui a totalement changé au fil des matchs et qui s'est terminée avec les yeux un peu mouillés du 10e de Mancini, Alberico Ivani, qui dirigeait l'équipe puisque les sélectionnateurs ont été testés positifs au Covid. Beaucoup de monde a salué cette qualification de mercredi comme la lumière au bout du tunnel. Quel est votre point de vue, Andrea et Michele? Alors moi, évidemment, je souligne les énormes progrès de la nationale et depuis maintenant 3 ans, depuis qu'il y a eu ce fameux drame de Milan et cette non-qualification au mondial qui a été vraiment terrible. Le bout du tunnel, je ne sais pas, je pense que ça, on le saura, à mon avis, en juin prochain avec le championnat d'Europe, vu que ça fera quand même 5 ans que en juin prochain, que l'Italie n'a pas disputé une grande compétition, ce qui peut paraître un peu aberrant quand on parle de l'Italie, mais c'est malheureusement le cas. Et je pense que ce sera là que l'on pourra dire si oui ou non, on voit le bout du tunnel. Par contre, ce qui est rassurant, évidemment, et notamment sur ces 2 derniers matchs face à la Pologne et la Bosnie, c'est qu'on a vu une nationale et qui a été vraiment maître de son destin et de ses matchs à chaque reprise. Et ça n'a pas souvent été le cas ces dernières années. C'est le cas depuis quelques mois, mais ça n'a pas toujours été le cas. Michele. Pour moi, il a été une très belle victoire, bien sûr, mais vous avez joué contre la Pologne et la Bosnie. C'est un peu tôt pour parler d'une très bonne équipe. Oui, la presse a beaucoup parlé de cette victoire, mais c'est la même presse qui viendra critiquer le jeu de Mancini à la première défaite. Je suis assez d'accord avec Michele, et si je peux rebondir directement. Entre guillemets, ce n'était que la Pologne et la Bosnie. C'est-à-dire que ce sont 2 nations qui sont quand même plus proches de la Ligue B que de la Ligue A, si on peut comparer un peu, en se basant un peu sur les critères de la Ligue des Nations. Et j'attends de voir, moi, en tout cas, ce que donnera cette nationale et face à des équipes comme la France ou l'Espagne, par exemple, qui sont peut-être 2 des meilleures nations au monde actuellement. Et je pense que c'est à ce moment-là, quand elle se frottera à gratin mondial, au top mondial, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on en saura un peu plus sur la réelle valeur de cette Italie. Je suis d'accord. En tout cas, après le traumatisme de novembre 2017, tu en parlais Andrea, et cette élimination en barrage qui priva la nationale et du mondial 2018, on peut dire qu'on a malgré tout assisté à une reconstruction assez rapide qui porte un nom, donc Roberto Mancini, qui a été nommé sélectionneur en mai 2018. Après 2 défaites lors des 5 premiers matchs, c'était contre la France et le Portugal, donc 2 gros adversaires. Depuis, l'Italie en est à 17 victoires et 5 nuls depuis octobre 2018. En ce début de saison, en seulement 8 matchs, Mancini a déjà utilisé 44 joueurs. C'est indéniable que de toute façon, depuis que Roberto Mancini a repris en main la nationale, et le bilan est positif. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que quand on se souvient lors de sa nomination du scepticisme un peu ambiant autour de sa nomination, je pense qu'il a fermé quelques bouches depuis, ça c'est clair. Et justement, cette utilisation large et cette revue d'effectifs, comme tu disais Cédric, d'une quarantaine de joueurs, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, il y a encore des secteurs, et je pense qu'on l'évoquera plus tard, dans lesquels cette nationale n'a pas encore totalement déterminé quels sont ses hommes clés, et je pense notamment devant. Et c'est pour ça que je ne veux pas trop spoiler la suite du podcast.
Voilà, il manque encore, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'est pas encore sûr de savoir si la nationale est sortie du tunnel, parce qu'il manque encore à cette Italie, je pense, des joueurs cadres et clés, de définir quels sont ces joueurs cadres et clés dans des endroits où cela fait la différence, et je pense notamment devant. Justement, Michael, tu peux nous décrypter les Jeux de l'Italie avec une organisation qui change avec et sans les ballons? Oui, le système de jeu d'origine, c'est le 4-3-3, mais il change beaucoup avec et sans le ballon, comme tu l'as souligné. Sans le ballon, c'est une 4-1-4-1. Mais avec le ballon, c'est plus intéressant. C'est une 3-2-5 avec 5 joueurs responsables de la construction et 5 autres qui attaquent la moitié des terrains adversaires. C'est un jeu très fluide, contemporain, et vous pouvez le voir pratiquer chez beaucoup des équipes actuelles comme le Manchester City ou le PSG de mon ami Tuchel. Vous savez, j'aime Tuchel particulièrement. Et Andrea, ce style de jeu est donc assez tendance, comme le disait Michele, un club comme en sélection. On peut même parler de la France, de Didier Deschamps, qui alors certes beaucoup moins dans le jeu de possession que l'Italie, mais qui utilise aussi ces déformations de l'organisation lors des transitions. On l'a aussi vu travailler la défense à 3. Est-ce que, selon toi, le jeu de l'Italie est assez dans la mouvance actuelle et peut-être même inspire des clubs ou des sélections? Totalement. Le jeu de l'Italie aujourd'hui est un jeu très moderne. On voit qu'il y a des transitions assez rapides, des transitions offensives notamment, où c'est un jeu quand même assez direct, même s'il y a bien évidemment parfois des phases de possession, mais l'Italie est quand même une équipe qui attaque assez directement. Et au final, je trouve que c'est un peu révélateur de ce qu'on voit un peu tous les week-ends en Serie A sur certaines équipes au caractère offensif. Je pense notamment à Sassuolo, à l'Atalanta, etc. À toutes ces équipes-là, ce sont des équipes qui ont cette capacité à aller très très vite vers l'avant et à faire des différences. Et d'ailleurs, quand on regarde la ligne d'attaque hier soir face à la Bosnie, on a Berardi qui joue à Sassuolo, on a Belotti qui joue au Torino, qui, même si c'est une équipe un peu en difficulté, qui est une équipe qui marque beaucoup de buts, et on a Insigne. Et d'ailleurs, je voudrais revenir, si je peux me le permettre, sur Insigne, Bien mais sûr. c'est pas étonnant en fait si on voit Insigne aussi fort que lors des 2 dernières rencontres. Parce que ce 4-3-3 italien a des similitudes avec le 4-3-3 de Maurizio Sarri, je trouve. C'est-à-dire que, d'ailleurs, et c'est aussi pour ça que Jorginho s'exprime aussi très bien, c'est parce que Insigne, il a une possibilité de créer une marge de manœuvre qui est très importante. Il y a peut-être un peu moins de cadre. C'est-à-dire que quand l'Italie, par exemple, lors de la première relance adverse, comme l'a dit Michel, l'Italie joue en 4-1-4-1 et on voit justement ces 5 joueurs directement presser l'adversaire dans le camp adverse. Et on l'a vu notamment face à la Pologne, qui a vraiment eu d'énormes difficultés à même ne serait-ce que dépasser le milieu de terrain de la nationale. Cette façon de jouer, d'acculer l'équipe adverse dans son camp, ça profite à des joueurs comme Insigne parce qu'ils ont moins d'efforts à faire ensuite. Et forcément derrière, on le voit, Insigne, il ne marque pas sur ces deux matchs-là, mais il fait 2 passes décisives. Il sert Belotti contre la Bosnie et Berardi contre la Pologne. Il y a ce but annulé contre la Pologne à cause, je crois que c'est Belotti qui lui enlève, et il touche le poteau face à la Bosnie. On voit qu'il est vraiment au cœur du jeu. Il a cette capacité, cette envergure internationale qui peut faire de lui l'un des leaders offensifs de l'équipe de Roberto Mancini. Pourtant, pour faire un peu l'avocat du diable, on a eu des ressentis très positifs de cette semaine. On a beaucoup de points positifs par rapport au développement de cette équipe nationale. Je vais revenir sur un point de vue exprimé cette semaine par Antonio Cassano dans une radio italienne. Il trouve qu'il manque quand même un peu d'originalité et de créativité par rapport au passé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut récupérer avec le temps où le foot moderne a amené autant de standardisation qu'on voit peu d'exceptions sous la pelouse? Je ne sais pas parce que tu n'as pas de joueurs comme Roberto Baggio ou Del Piero ou Cassano aussi. Comme Andrea a dit, tu as un joueur comme Insigne, un très bon joueur, mais un joueur de système. Il n'est pas au niveau de Baggio, Del Piero et d'autres grands fantasistes, trequartistes que l'Italie a vu dans un passé. Je rejoins Michel et je pense que pour moi, il y a 2 explications à ce que dit Cassano. Il n'a pas totalement tort, mais je pense déjà que, et il ne faut pas avoir peur de le dire, mais cette équipe italienne, même si elle joue très bien, en termes de talent individuel, elle reste quand même en dessous des grandes Italies, des grandes équipes italiennes de l'époque. Insigne est un très bon joueur,
Mais voilà, ce n'est pas un potentiel ballon d'or ou ce n'est pas. S'il est encore malheureusement au Napoli encore aujourd'hui, il est napolitain, donc ça s'explique aussi, mais c'est qu'aussi il manque peut-être un palier. Et la deuxième chose, je pense, pour la créativité, il y a aussi un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que la fin du calcio d'oratorio, si on peut l'exprimer ainsi, a fait énormément de mal au football italien. Et pour compenser justement ce football de rue en fait qu'il y avait avant en Italie et qu'il n'y a plus aujourd'hui, d'une part parce que les jeunes générations jouent beaucoup moins au football qu'avant, et d'autre part parce que voilà aussi le christianisme est moins présent en Italie, donc les gens mettent un peu moins les enfants dans ces structures-là. Il faut que l'Italie justement arrive à reconstruire d'une certaine manière son football et additionner au fait que les centres de formation sont devenus monnaie courante et donc que les joueurs ont moins de personnalité en règle générale, que ce soit sur un terrain ou en dehors. Cette créativité-là, elle sera difficile à retrouver et c'est pour cela que l'Italie va devoir compenser, notamment avec des identités de jeu assez fortes, comme on peut le voir aujourd'hui avec Mancini qui tire le maximum finalement de ce qu'il a sous la main. Un peu comme c'était pour Conte en 2016 avec l'Euro, on a eu une équipe qui arrivait où il est arrivé parce que quand même il y a l'ensemble des comptes qui faisait la différence. Oui, c'est ça. Et honnêtement, l'équipe d'aujourd'hui est bien meilleure que celle qui avait compté en 2016. C'est peut-être ça qui peut être encourageant, c'est que parmi les jeunes joueurs qui s'installent dans cette équipe, que ce soit Barella, que ce soit Bastoni derrière ou même Locatelli au milieu, ce sont quand même des joueurs qui techniquement sont d'un certain niveau et ont encore une marge de progression. Pour Bastoni et Barella, ils jouent quand même à l'Inter, qui est, si ce n'est le meilleur, l'un des meilleurs clubs italiens actuellement. L'horizon n'est pas sombre, mais c'est clair qu'il va falloir encore attendre un petit peu pour savoir si l'Italie pourra retrouver justement cette créativité et finalement de nouveaux grands joueurs qu'elle n'a plus depuis quelques années. Et surtout, le point faible de l'Italie semble être le poste d'avant-centre. Immobilier, certes, souligneur européen la saison passée, mais peine à être réellement efficace en sélection. Idem pour Belotti, même s'il a marqué lors de ce mercredi soir en atteignant les 10 buts en sélection. On a aussi vu Caputo. Pourquoi pas également Moïse Kean, même si Mancini semble plutôt l'imaginer comme un ailier. Personne ne s'impose. Est-ce un vrai problème ou est-ce qu'on peut encore gagner 109 comme l'a fait en partie l'Espagne il y a quelques années? Il y avait Fabregas qui jouait en faux avant-centre à l'époque, même s'il y avait Torres ou Villa sur le banc. Michele? Oui, bien sûr, c'est un problème. En ce moment, Immobile, il est un avant-centre, on peut dire cisalpino, cisalpine. Chaque fois qu'il a traversé les Alpes, il y a eu des problèmes avec Séville, avec le Borussia Dortmund et avec les Azzurri aussi. Belotti, il ne semble pas prêt. Sur Kean, il est trop tôt pour l'évaluer à ce niveau. Je pense qu'en ce moment, le plus près soit Caputo, qui joue dans un système similaire avec les Sassuolo de Zerbi. Surtout, Andrea, qu'on voit Berardi qui est en train de bien marcher, donc on pourrait pourquoi pas imaginer les voir ensemble en sélection, même si ça peut paraître bizarre de se dire que c'est l'attaque de Sassuolo qui va porter la nationale, mais ce duo fonctionne en club et pourrait fonctionner en sélection. Oui, il pourrait. Après, encore une fois, on en revient un peu aux limites que peut avoir cette nationale, et je pense par rapport aux autres sélections. Quand on regarde l'attaque de la France, par exemple, qu'on voit Griezmann, Martial, Giroud, etc., ce sont tous des joueurs qui évoluent dans des grands clubs et qui ont certaines références. Caputo, moi, je l'adore. Personnellement, c'est que ce soit le personnage ou même le joueur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais se dire que ce sera l'avant-centre même de la nationale, et c'est vrai que ça me fait un peu mal à moi aussi. Ça reste un joueur qui est quand même arrivé très très tard dans les plus hautes sphères de la Serie A, si on peut dire ça ainsi, parce que Sassuolo marche très bien en ce moment. Mais si on doit choisir, parce que de toute façon, Mancini ne va pas réussir à trouver un génie d'ici là, moi j'ai peut-être plus envie d'accorder le bénéfice du doute, si on peut dire comme ça, à Belotti, parce qu'il est plus jeune. Il a quand même 4 ans de moins qu'Immobile. Donc, si on est dans cette logique de reconstruction de la nationale, et peut-être que c'est à lui qu'il faut donner les clés. Aujourd'hui, avec 10 sélections de moins, il a le même total de buts que Ciro Immobile. Donc, en soi, je suis pas sûr qu'on perde au change. Et quand on regarde bien, justement, les 2 dernières affiches, que ce soit face à la Pologne et à la Bosnie, on a un peu le bon côté et le mauvais côté de la médaille. C'est-à-dire que c'est un joueur qui se crée énormément d'occasions. Et je pense que son but face à la Bosnie va lui faire le plus grand bien, parce que ça faisait 1 an, justement, c'était déjà face à la Bosnie qu'il n'avait plus marqué en sélection. Mais le revers de cette médaille, c'est que l'Italie est très dominatrice et
qu'en l'absence de ce buteur et de ce numéro 9 qu'elle mérite, c'est-à-dire qu'il doit être au niveau de cette sélection immense qu'est l'Italie, elle ne se met pas à l'abri. Et au final, on se retrouve dans des situations où, face à la Pologne et à la Bosnie, surtout face à la Bosnie, l'équipe de Mancini peut voir des fins de match finalement compliquées à gérer, alors elle a en main ce match-là, que ce soit tactiquement, que ce soit collectivement, elle est au-dessus, mais elle n'arrive pas à convertir ces occasions. Et ça, ce problème-là, ça fait plusieurs années qu'il existe, et il va falloir attendre quelques années encore pour le voir partir. Je pense que le meilleur buteur que Mancini peut utiliser en ce moment, il a été aux côtés pas de Mancini, mais de Vanni dans la banque, c'est Gianluca Vialli. Justement, il nous manque quelqu'un qui puisse prendre la relève. Mais on revient sur les thèmes. Si l'attaque manque justement des poids, au milieu, il y a du monde. On a parlé avant de Jorginho, il y a Verratti, Barella, les trois titulaires, puis Locatelli qui prend une autre dimension. On a encore derrière Tonali, Sensi, Pellegrini. Qu'est-ce que tu en penses, Andrea? Mais justement, comme tu viens de le dire, Valentina, s'il y a bien un secteur où l'Italie n'a pas à se plaindre, c'est bien le milieu de terrain. Et je trouve que justement, ces deux derniers matchs ne font que confirmer cette impression, parce que Locatelli, qui a remplacé Verratti dans le 11 habituel, a été brillant. Et surtout, il a montré que ce milieu de terrain italien pouvait compter sur lui. Et quand on connaît un peu la santé fragile de Marco Verratti, qui, s'il est là, et j'insiste là-dessus, sera titulaire parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'effectif, que ce soit qualitativement ou même dans ce schéma que concocte Roberto Mancini. Locatelli, mine de rien, c'est un grand milieu de terrain. Et je parle là par la taille, parce que le milieu de terrain italien reste quand même assez petit. Et ça, c'est un facteur qu'on prend... je pense pas suffisamment en compte, mais d'avoir un milieu de terrain qui fait 1m86 pour jouer par exemple face à la France, qui a dans ses rangs Paul Pogba, Steven Nzonzi qui sont très très grands. Dans les duels, il faut avoir aussi quelqu'un qui puisse avoir cet impact physique couplé à une aisance technique qu'a Manuel Locatelli pour justement répondre présent, parce c'est très difficile, hormis quand on avait une sélection rodée comme l'Espagne au début des années 2010 avec Xavi, Iniesta qui était techniquement bien au-dessus du reste. Même pour Verratti, d'avoir Locatelli qui se montre à ce niveau, ça ne peut que être bénéfique pour l'Italie d'avoir cette concurrence et le fait de ne pas avoir cette place acquise d'entrée. Michael, et justement, Andrea parlait de Locatelli, il y a aussi Barella qui prend une dimension assez incroyable, aussi bien en club qu'en sélection depuis quelques mois. Oui, absolument. C'est le travail de Conte. Conte, c'est un très bon entraîneur pour moi. Il est capable de rendre meilleur les joueurs. Je pense, comme Andrea a dit, qu'au milieu de terrain, il y a beaucoup de très bons et très complets milieux de terrain. Il y a milieu de terrain défensif, offensif, relayé. C'est un bon repère. Et puis on peut imaginer Zaniolo qui peut s'intégrer au milieu aussi lorsqu'il reviendra de blessure ou jouer sur une aile, donc pour un autre profil. Alors en défense, il y a Bastoni qui a joué les 3 matchs du rassemblement, qui a montré vraiment des qualités. On a parlé de Locatelli au milieu comme jeune joueur. Berardi est un petit peu moins jeune, mais il est frais encore en sélection et il est le meilleur buteur en 2020 avec 3 buts en 190 minutes de jeu. Donc Mancini a des cadres, on en a parlé de Jorginho, Bonucci, Chiellini, Verratti, Donnarumma, Insigne, mais a aussi réussi à intégrer des jeunes joueurs qui tout de suite sont performants, même si le schéma peut être différent de ce qu'ils ont en club. On peut penser à Bastoni qui a l'habitude de jouer dans une défense à 3 avec Conte. Est-ce que c'est parce que le plan de jeu justement est si bien huilé que ça, Michele? Oui, Bastoni, il a très bien joué, particulièrement parce qu'il a joué avec un autre pied gauche, Acerbi, exactement, Acerbi et Bastoni. Comme tu l'as dit, il vient de jouer dans une défense à 3 avec l'interne. Il n'avait pas de problème à jouer avec la défense à 4. Très bon pour lui de faire cette expérience. Oui, je pense, comme tu avais dit, et Andrea aussi, l'Italie a très bon joué dans la défense, dans le milieu de terrain. Le problème, c'est les buteurs et c'est les récupérations, tu l'avais dit, de Zaniolo. Et je vais voir si Mancini va faire jouer le romaniste Zaniolo dans le milieu de terrain ou à l'extérieur.
C'est une autre question intéressante sur le point de vue tactique. Changeons un petit peu de sujet. 3 Parisiens pourraient être à l'Euro avec l'Italie. Florenzi était même capitaine mercredi. Verratti un cadre et Keane un espoir qui Mancini porte avec lui. Un mot sur eux, Andrea? C'est intéressant de voir la place que ces 3 joueurs-là peuvent occuper dans cette Italie. C'est vrai que s'il y a 2 ans, on m'avait dit que Florenzi serait capitaine de la nationale et je pense que je l'aurais peut-être pas cru. Mais ça montre aussi, je pense, une forme de caractère et d'importance que ce joueur peut avoir dans un vestiaire et en dehors. Je pense que ces 3 joueurs-là, tout simplement, seront à l'Euro en juin prochain, sauf blessure, bien évidemment. Après, est-ce qu'ils joueront tous dans le 11 de départ? Ça, je ne suis pas sûr, et notamment pour Keane, et ça dépendra de sa saison. Mais pour Florenzi et Verratti, je pense que ce sont 2 cadres essentiels de cette nationale et si elle veut performer dans quelques mois, ça c'est clair. On en a parlé en début de l'émission, après 2 ans sans vrai test, si ce n'est peut-être, on peut dire, les 2 matchs contre les Pays-Bas. En 2021, la Squadra Azzurra aura l'Euro, avec pour l'instant donc les matchs de poule à Rome, si l'UEFA ne change pas la formule de la compétition qui est censée se jouer dans 12 pays. Puis ensuite, il aura donc la Nations League avec la France, la Belgique et l'Espagne comme adversaires en octobre. L'Italie peut-elle être déjà considérée, selon vous, parmi les favoris de ces 2 compétitions? Est-ce que pour vous, la Squadra Azzurra fait de nouveau peur? Faisons un petit tour de table. On commence avec toi, Valentina. C'est sûr que c'est un moment très positif et je pense que là, les tests de l'Euro, ça va être capital pour comprendre la suite parce qu'on sait que dans ces contextes-là, l'Italie, ce sont des passages crucial. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on verra vraiment quel peut être, surtout au niveau du passage pour l'intégration des joueurs, les niveaux de cette équipe nationale. Après la National League, oui, ça va être important, mais on reste quand même encore dans un cadre d'une compétition jeune. Après, les mondiales, on y croit parce qu'on a besoin d'y revenir. Andrea, est-ce que selon toi, l'Italie fait peur à la France, à l'Espagne, à l'Allemagne, à l'Angleterre, qui sont les favoris habituels d'un Euro? Alors, je ne pense pas que l'Italie fasse peur, mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est quand on n'attend pas l'Italie qu'au final, on la retrouve dans le dernier carré, voire au bout. Quand je disais tout à l'heure que voilà, on voyait pas encore le bout du tunnel, que pour l'instant, ça se passe presque trop bien. C'est-à-dire qu'avant l'Euro 2000 ou la Coupe du Monde 2006, voilà, l'équipe était touchée par des polémiques en tout genre, etc. Et finalement, faisait en sorte d'avoir une certaine union sacrée pour derrière aller au bout ou presque. C'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Mais en tout cas, je pense que même si cette équipe n'est pas encore de retour au statut qui était le sien il y a encore quelques années, il va falloir la prendre au sérieux parce que justement, quand on regarde aujourd'hui un peu les autres sélections, il n'y a pas énormément d'équipes qui montrent autant de certitude, du moins dans le jeu, que l'Italie aujourd'hui. Et si effectivement il va falloir attendre encore un peu, et notamment des tests face à des grandes nations pour affirmer que l'Italie est de retour au premier plan européen et mondial, il ne va pas falloir non plus la négliger parce qu'elle est capable de créer la surprise. Ça, c'est... Michele, ton avis, est-ce que ce serait une grosse surprise de voir l'Italie, je ne sais pas, dans le dernier carré de l'Euro par exemple? Mais en ce moment, c'est très difficile. C'est très difficile. La question est qu'en Italie, il y a beaucoup de pression. Beaucoup de pression parce que la presse, les fans, tout le monde veut que l'Italie va gagner. Mais c'est très dur. En ce moment, l'Italie, pour moi, est une outsider. Elle n'a pas le niveau de l'Espagne ou de l'Allemagne ou de la France ou de l'Angleterre aussi. Peut-être pour être un tout petit peu plus optimiste que par rapport à ce que je viens de dire, voilà, dans cette décennie entre guillemets assez noire pour le football italien en termes d'équipe nationale, l'Italie a toujours su bien performer à l'Euro. Valentina l'a dit tout à l'heure en 2016 avec une équipe où on était presque soulagé qu'elle se débrouille aussi bien, a quand même fait quart de finaliste. En 2012, ils vont jusqu'en finale avec un jeu flamboyant qui avait mis tout le monde d'accord. Donc, on a envie de se dire, allez, 2021, voilà, ça va pour la 3e fois consécutive, ce sera du bonheur et du plaisir, quoi.
Il y aura entre 15 et 19 matchs internationaux en 2021 entre l'Euro, la Nation League, les qualifications au Mondial 2022. Faut-il prolonger Mancini, qui a un contrat jusqu'en 2022, tout de suite, selon vous, ou on attend l'Euro? Alors moi, que ce soit Mancini ou un autre, je suis rarement pour étendre des bails aussi loin. C'est-à-dire que on l'avait vu notamment, et je prends l'exemple de la France, parce qu'on le connaît bien, l'extension de Domenech jusqu'en 2010 n'avait pas été une brillante idée. Là, je suis un peu sur cette même longueur d'onde pour Mancini, même si le fond de jeu est totalement différent, et uniquement parce que le contrat est jusqu'en 2022. C'est-à-dire que là, il y a encore entre guillemets 2 ans pour voir venir, et il n'a pas encore disputé de grandes compétitions. On ne sait pas comment l'Italie va figurer dans une compétition en l'espace de quelques semaines où le niveau va être tout autre, où l'exigence va être beaucoup plus importante, et où justement c'est là qu'on va attendre l'Italie. C'est-à-dire que l'Italie soit implacable lors des éliminatoires, c'est très bien, mais on a envie que l'Italie retrouve les sommets. Donc je pense que il faudrait que la fédération attende de voir ce que va donner l'Italie, notamment dès le prochain Euro, et même voir lors de la Coupe du Monde 2022, avant de prendre une décision et de savoir si c'est la bonne idée d'aller avec Mancini, pourquoi pas jusqu'en 2024 ou après. Mickaël, tu parlais de la pression. Est-ce que le fait de le prolonger, ça pourrait peut-être aussi le mettre avec de la tranquillité d'esprit? C'est une bonne question, je ne sais pas, mais je pense que Mancini va partir après le tournoi parce que le travail avec l'équipe nationale, c'est intéressant, c'est un beau travail, mais je pense que Mancini veut retourner à entraîner un club. Eh bien, on verra ça. Peut-être qu'il fera donc une Conte comme en 2016, quand il était parti finalement à Chelsea. Merci beaucoup, Michele Tossani, match analyste qu'on peut lire en italien sur son blog La Gabbia di Olico et qu'on retrouvera avec plaisir prochainement avec nous. Merci à vous. Au revoir. Et merci Andrea Chazzi. On espère se retrouver bientôt ici. En attendant, bien sûr, on peut te lire sur SoFoot et SoFoot.com. Merci à vous. À la prochaine avec plaisir. Ciao. Buono l'inserimento di Locatelli, affrontato ancora da Ciorluca, va a terra Locatelli, il pallone è buono per l'Italia, con Insigne dalla parte opposta si propone Belotti, arrivano veloci Barella e Berardi, l'apertura di Belotti per Belotti, il vantaggio dell'Italia, l'ispirazione di Insigne, il gol di Andrea Belotti, 1-0 per gli azzurri. Poi arriva Locatelli, si propone Emerson, viene incontro Insigne, Emerson ricomincia da Locatelli, morbido per Belotti. Anzi, Berardi, è un super gol di Berardi. Et maintenant, on passe à l'espresso de la semaine. C'est à ton tour, Cédric. Et oui, Valentina, je souhaitais faire un petit zoom sur un livre que je viens de lire, Contro il calcio moderno de Pierluigi Spagnolo. Vous pouvez retrouver ma chronique sur notre site, calcioespresso.com. Le journaliste de la Gazzetta dello Sport, spécialiste du mouvement des tifosi en Italie, qui a notamment écrit I Ribelli degli Stadi, les rebelles des stades en 2017, dresse un bilan sur l'évolution du football, un sport populaire, le sport le plus populaire, qui semble avoir vécu son âge d'or lors des années 70-80 à le lire. Et puis, il y a eu des incidents en tribune qui ont entraîné pas mal de règles et de changements. Et puis, il y a bien sûr eu dans les années 80 et surtout 90 en Italie, les télévisions payantes. Et le football s'est transformé. Les supporters sont toujours plus devenus des clients. Spagnolo rappelle une phrase d'Adriano Galliani, l'ancien bras droit de Silvio Berlusconi à l'AC Milan. Quand on a acquis le club en 1986, la billetterie représentait 90% des recettes. Aujourd'hui, le mix, c'est 60% des droits télé, 25% les sponsors et 15% la billetterie. Les 85% sont à conquérir comme n'importe quelle autre entreprise. Donc, ça date de 2006. En 2020, on est à peu près sur les mêmes pourcentages. Actuellement, avec le Covid, nous vivons le football à huis clos ou presque. Et c'est un fait, mais déjà, avec la hausse des prix des places, la diminution de la taille des stades, on a assisté à une sélection des spectateurs au fur et à mesure, avec le profit et l'ordre qui ont été privilégiés à la passion. Et la télé omniprésente en Italie et chez les pays voisins, la recherche effrénée des revenus avec le sponsoring, le merchandising, mais surtout aller vers d'autres territoires avec les matchs délocalisés, la Super Champions qui est un projet toujours plus présent. On voit qu'il y a vraiment une course qui semble infinie vers l'argent.
On peut dire qu'on est sous la même longueur d'onde dans certains points de vue, sous un manque des côtés populaires du foot qui devient de plus en plus important. Et c'est pour ça que moi aussi, je me suis penchée sur 2 petits trucs dans mon espresso. Et tu voulais commencer à quelque chose de léger, on va dire. En tout cas, Oui, tout à d'humoristique fait. un petit peu. Et je reviens sur une vidéo qui est sortie il y a quelques jours de Giovanni Trapattoni. Tout le monde connaît les Kaiser, comme on l'appelait aussi en Italie après son passage en Allemagne. Ces conférences de presse en allemand, ils sont restées dans l'histoire de la Bundesliga. Et qui a lancé sur les réseaux sociaux une vidéo très sympathique sur l'usage du masque comme salva-vie, au même niveau des protège-toi bien. Un message simple, important et qui fait quand même sourire pour un petit peu de bonne humeur on a besoin, Cédric, en ce moment, je pense. Effectivement. Et puis, tu voulais aussi revenir sur un programme télé qui est en Italie depuis le début de semaine, diffusé sur la Sky. Et tout à fait, on revient encore, pardonnez-moi, mais vu que j'ai pu les voir cette semaine à la télé, io sono Francesco Totti, dont Cédric avait déjà parlé, et d'ailleurs vous pouvez retrouver son article sur notre site parce qu'il était allé au cinéma, les regarder. Moi j'ai attendu la télé. Et son histoire, c'est un peu une métaphore du foot moderne. Et on revient à ce que tu disais, ton espresso toi. Avec lui, on revient aux racines de ce qu'on a connu comme les vrais foot populaires. Et son idée, c'est un peu les moments du passage verso un calcio moins romantique avec moins d'improvisation. Personnellement, je sens qu'il y a trop d'attention donnée aux statistiques et moins à la beauté du geste, qui probablement standardise le jeu, comme on disait dans notre émission et il disait aussi Andrea auparavant. Ces problèmes, c'est un reflet des règles adoptées par les écoles de foot où il y a un étouffement de la créativité signalé par plusieurs spécialistes. Dans ce film documentaire, on peut justement revenir sur l'un des points forts, ce sont les images d'archives. On voit Francesco Totti lorsqu'il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, qu'on le voit avec jeune à la Roma. Et il y a notamment un passage dans le film très intéressant où on voit qu'il fait les mêmes gestes lorsqu'il avait 14-15 ans dans les équipes de jeunes de l'AS Roma. Puis lorsqu'il est professionnel et qu'il a 25-28 ans en tant que capitaine de la Roma, on voit que c'est toujours ce football d'instinct qu'il y avait chez lui. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on vous invite dès que possible, parce que malheureusement, on ne peut pas vous donner encore une date précise sous sa mise en ligne en France, mais on espère bientôt vous pourrez partager et revenir vers nous avec votre impression. Et puis pour nous, c'est déjà terminé pour ce 9e podcast de la saison, Valentina. Vous pouvez donner votre avis, des idées de sujets, d'invités sur notre site calcioespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calcioespresso@gmail.com. Vous pouvez aussi écouter les catalogues de Calcio Espresso sur notre site et les principales plateformes comme Acast, Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et nouveauté, Calcio Espresso est diffusé sur Radio Italiana Vera. D'ailleurs, vous nous écoutez peut-être sur la web radio. On se retrouve très vite pour un 10e numéro. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et notre nouvelle chat Telegram. Ciao, ciao. Ciao Cédric. Ciao Valentina. À bientôt. À bientôt.